Essayons de présenter Zhuangzi dans sa spécificité, une certaine idée du taoïsme. Bon, le taoïsme, comme je l'ai déjà expliqué, le taoïsme au singulier, ça n'existe pas. C'est une notion fourre-tout des historiens Sima Tan et Sima Qian, qui s'en sont servis pour classer parmi les 6 grandes écoles qu'ils ont recensées dans l'Antiquité chinoise, pour classer tous les philosophes inclassables, sans souci de cohérence logique. Alors, sous la notion de Tao, tous ces auteurs sont regroupés. Tao, mais Tao, tout le monde parle du Tao. Pas seulement les taoïstes, Confucius aussi parle du Tao. Toutes les écoles ont une certaine idée du Tao. Le Tao, c'est la voie. Il est aussi banal de parler du Tao en Chine que pour un philosophe grec de parler de méthode ou de vérité. Méthode d'ailleurs en grec, odos, dans méthode, il y a la racine odos qui signifie le chemin, comme le Tao signifie aussi la voie ou le chemin. Bon, donc c'est une notion commune. Voilà, il se trouve que Lao Tzu, Zhuangzi et d'autres auteurs encore, Liezi pour ne citer que lui, se retrouvent classés dans cette notion unique, dans cette école qui n'a aucune unité profonde. Alors je voudrais simplement aujourd'hui m'intéresser à Zhuangzi sous l'angle du langage. Zhuangzi est extrêmement prolixe. C'est un poète disert, volubile, loquace et inspirant. Il continue toujours d'inspirer les poètes ou les écrivains modernes. Lao Tzu, au contraire, est un auteur particulièrement laconique. Donc déjà, une véritable différence au niveau du style. Qu'on pourrait d'ailleurs un petit peu comparer à l'opposition qu'il y a en Grèce entre les cyniques et les stoïciens. Les cyniques sont des taiseux, eux aussi. Ils préfèrent quelques gestes ou un exemple frappant à l'explication argumentée. Bon, il en faut pour tous les goûts. Certains préféreront le style plus volubile, plus argumenté des stoïciens. D'autres préféreront le style plus sec et plus silencieux des cyniques. Bon, il en va de même, je crois, chez les taoïstes, entre ceux qui préfèrent Lao Tzu et ceux qui préfèrent au contraire Zhuangzi pour son style printanier, son humour aussi, rajoutons-le tout de suite, son ironie parfois mordante, sa capacité à suggérer finement et précisément, avec beaucoup d'insolence, quand il s'adresse notamment aux politiques. Bon, alors que le style de Lao Tzu est un style, au contraire, sérieux, hiératique, un style solennel qui privilégie l'évocation mystérieuse et parfois très, très vague. N'hésitons pas à le dire. Je vais vous en lire un exemple. Je ne dis pas que ça ne veut rien dire. Je dis que pour en comprendre quelque chose, il faut quand même se lever de bonne heure. Lao Tzu écrit « Il est un être formé dans le chaos, né avant ciel et terre. Silence.
vacuité. Il se tient seul, inaltérable, circulant partout sans s'épuiser. On peut y voir la mère du monde. Ne connaissant pas son nom, je l'appelle Tao. À défaut d'autre nom, je le dirai grand. Grand pour dire qu'il s'écoule, s'écoulant, il s'étend au loin, à l'extrême lointain. Il fait retour. Non, je ne dis pas que ça ne veut rien dire, hein, encore une fois, mais on comprend que... enfin, on a suffisamment de mal à comprendre pour comprendre qu'il faut beaucoup d'explications, qu'il va falloir beaucoup d'explications pour construire du sens à partir de ces quelques mots-là. Bon, Zhuangzi est très différent. Il nous raconte des histoires sous forme de dialogue, des situations très concrètes et son style, donc parfois insolent. Je pense par exemple à ce sage qu'on vient déranger dans sa retraite pour lui proposer une mission ou une fonction politique et qu'il la refuse en prétextant que, comme les tortues, il préfère remuer sa queue dans la gadoue. Donc c'est un humour particulier, mais c'est de l'humour. Hein. Il y a chez Zhuangzi les volutes de ces dialogues nombreux. Hein. On y voit parfois Zhuangzi avec son ami Huizi. Et mille autres dialogues en fait. Hein. Alors que Lao Tzu privilégie la parole, je le disais, la parole sentencieuse qui va en ligne droite, hein, vers la vérité. Style chez Lao Tzu qui convient assez bien justement à la solennité du pouvoir politique, au prestige dont le pouvoir politique veut s'entourer, dont le pouvoir politique veut se rehausser, et auquel, il faut bien le dire, Lao Tzu prête volontiers son soutien, ce qui est manifeste par tous les conseils politiques, hein, que contient le Lao Tzu. Bon, Zhuangzi est très loin est très loin de ce style et de ses ambitions politiques, hein, avec son style plein d'humour et volontiers insolent. Alors chez Zhuangzi, on a une parole poétique, une parole colorée. Je dirais que le Lao Tzu est plutôt une parole prophétique, hein, qui parle, alors non pas au nom de Dieu, mais au nom du Tao. Une parole sentencieuse, alors que voilà, le Zhuangzi déploie un discours plus circonstancié, plein d'historiettes, hein, qui renvoient à des métiers artisanaux. C'est beaucoup plus concret, on est dans la vie, presque dans la vie quotidienne, même si cette vie quotidienne est illuminée, hein, par la joie et les merveilles du Tao. Voilà, les deux discours se déploient dans des styles complètement différents. Le Lao Tzu est un texte sec, austère, dépouillé, dépeuplé, pourrait-on dire aussi, jusque dans son évocation des paysages dépeuplés. Même les villages évoqués sont dépeuplés. Hein. Je vous lis un autre passage qui va vous le montrer, passage du Lao Tzu, extrait du paragraphe 80, ou du chapitre 80. C'est un petit pays sans guerre d'habitants,
Aurait-il des engins pour 10 ou 100 personnes qu'ils ne s'en serviraient point? Ils redoutent la mort et ne vont pas au loin. Aurait-il bateaux et voitures qu'ils n'en feraient point usage? Aurait-il armes et armures qu'ils n'en feraient point étalage? Ils remettent en honneur la cordelette à nœuds, trouvent leurs mets savoureux, leurs vêtements saillants, leur demeure commode, leurs coutumes plaisantes. De ce pays à son voisin s'entend le cri du coq, comme l'aboiement du chien, mais tous deux mourront de vieillesse sans avoir eu affaire ensemble. Enfin, voilà, le monde de Lao Tzu n'est pas un monde dans lequel on communique et on échange joyeusement ou beaucoup. Donc, c'est un univers très différent de celui de Zhuangzi. Le texte de Zhuangzi, le monde de Zhuangzi, je dirais le monde intérieur de Zhuangzi, est plein de métamorphoses. C'est un jeu incessant de métamorphoses animalières, de poissons qui se transforment en oiseaux. Vous vous souvenez, au chapitre 1, c'est plein de personnages carnavalesques, de boiteux, de bossus. C'est un monde plein de paysages ou de situations oniriques qui sont des effets de langage. Chacun connaît sans doute le rêve du papillon. Bon, il y a chez Zhuangzi une défiance argumentée contre le langage. Zhuangzi n'est pas, comme Lao Tzu, quelqu'un qui se contente de condamner le langage et de le condamner sans argument. Vous vous souvenez de cette parole du chapitre 16 du Lao Tzu, celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. Bon, pourquoi et comment? Et d'ailleurs, pourquoi Lao Tzu qui dit lui-même cela? Pourquoi parle-t-il donc? Pourquoi écrit ces 5000 mots qui constituent son poème? Et il y a chez Zhuangzi la même défiance à l'égard du langage. Nous sommes d'accord sur le fond, mais une manière de l'exprimer et de la vivre qui est tout à fait différente. Zhuangzi parle en poète et sa défiance contre le langage, il l'exprime volontiers et joyeusement dans le langage pour en montrer la contradiction dont il s'amuse. Retourne le langage contre lui-même pour aller à l'expérience de la vérité. Mais par le langage, en retournant le langage contre lui-même. Ça, c'est ce qui fait, je crois, l'originalité du taoïsme de Zhuangzi. Bon, voilà, on pourrait encore longuement parler de ces deux auteurs. Je voulais simplement aborder rapidement, débroussailler, je dirais, la question du langage telle qu'elle se pose chez Zhuangzi, dans son opposition à Lao Tzu. Je pourrais remarquer aussi, pour finir, peut-être que il y a ce paradoxe chez Lao Tzu que on ne peut pas parler du Tao, mais finalement, le taoïsme de Lao Tzu est beaucoup plus facile à réduire en doctrine que celui de Zhuangzi. On a volontiers ramené le taoïsme de Lao Tzu à une doctrine politique déjà. Il y a un certain nombre de conseils que les légistes sauront exploiter, par exemple, je pense à Ranfei-Tzu, mais il y a un certain nombre de conseils politiques qu'on ne trouvera pas, par exemple, chez Zhuangzi. Motif, comme je l'ai dit, que Zhuangzi se moque de la politique, pour ne pas dire qu'il la méprise. Par ailleurs, on trouvera aussi chez Lao Tzu une doctrine de l'immortalité qui fera couler beaucoup d'encre
dans la tradition taoïste, et bon, qu'on peut réduire à une doctrine avec ses conseils techniques, toute cette technologie de l'immortalité dont vous avez peut-être entendu parler. Chez Zhuangzi, paradoxalement, ce discours prolixe du poète est beaucoup plus difficile à théoriser. Je crois que, si vous me permettez d'exprimer une petite appréciation, une petite préférence personnelle, je crois que l'intérêt de Zhuangzi, en tout cas pour moi, c'est sa liberté et sa spontanéité qui le rendent si difficile à réduire en doctrine, justement. Il n'est pas forcément du côté du silence, mais sa spontanéité est une parole décalée, impertinente, et peut-être que c'est pour cela qu'elle est particulièrement vivante. Alors pour vous convaincre qu'il est difficile de parler de Zhuangzi et de le réduire à une philosophie, je veux dire à une doctrine, un discours bien défini, je voudrais lui donner la parole parce qu'il le dit lui-même cela. Il le dit lui-même au chapitre 2, dans lequel il écrit, je cite, « Il y a le commencement, il y a ce qui n'a pas encore commencé, d'avoir un commencement. Il y a ce qui n'a pas encore commencé, de ne pas commencer, d'avoir un commencement. Il y a l'il y a, il y a l'il n'y a pas. Il y a ce qui n'a pas encore commencé, de ne pas avoir commencé, d'y avoir l'il n'y a pas. » Vous sentez bien l'humour, j'espère. Et voilà qu'il y a l'il n'y a pas. Mais nous ne connaissons pas encore ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, en réalité, dans l'il y a et l'il n'y a pas. Or, moi, j'ai déjà dit quelque chose, mais je ne sais pas encore si ce que j'ai dit disait bien quelque chose, ou en réalité ne disait rien. Voilà, c'est une manière assez facétieuse, finalement, de rencontrer Socrate sur le thème du « je ne sais rien ». La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.